En effet, je voudrais revenir d'abord sur un premier point qu'a soulevé Dominique Méda dans son propos qui me paraît excessivement crucial et structurant, c'est-à-dire notre capacité à penser les choses ensemble, le tout ensemble. Elle parlait du problème de rendre les choses, de les mettre en séquence, et de les diffuser dans le temps, de les reporter dans le temps, pardon. Et effectivement, nous, dans une optique sociologique ou politologique, on essaye de penser, vous savez, ce terme un peu barbare qui devient à la mode aujourd'hui, l'intersectionnalité. C'est-à-dire penser le tout ensemble. Alors généralement, ça s'applique à la question de la CSP, du genre et de la race. Vous voyez, c'est vraiment penser ces trois entités en même temps et ne pas dire il y a la question de la classe sociale, la question des dominations de genre, et puis éventuellement aussi les questions de race. Et donc, on reporte, on fait l'un, puis l'autre, etc. Mais on ne pense pas ensemble. Et ça, d'un point de vue épistémologique, c'est quelque chose de très important, je trouve, de remettre d'une certaine manière d'abord les disciplines universitaires un peu à plat, les penser dans la transdisciplinarité, ça me paraît absolument crucial. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le seul moyen de changer, à mon sens, nos représentations dominantes et les représentations classiques. Il n'y a pas ça qui est important, puis ça qui est subsidiaire. Il n'y a pas un centre et une périphérie. On doit penser les choses ensemble dans cette optique intersectionnelle. Ça me paraît être un premier point épistémologique tout à fait crucial. La deuxième chose, en propos introductif, si vous me le permettez, je voulais aussi revenir sur un point qui a été abordé longuement lors des tables rondes précédentes, qui ont mis en valeur un point qui est la limite de la démocratie représentative. Et ce premier point, en tant que politologue, m'interroge forcément dans le paysage politique, et ça interroge tant la citoyenneté que le système démocratique. Ce point, qui me semble excessivement important, c'est la toute petite base de légitimité sur laquelle hommes et femmes politiques sont élus dans les démocraties de par le monde, mais aussi évidemment en France. J'entends par là quoi? Que nous sommes tout simplement gouvernés par un personnel politique qui tire sa légitimité, certes, d'une élection faite en terre démocratique, mais que cette légitimité est finalement très ténue, elle est toute petite. Marc-Olivier Padis parlait tout à l'heure de sociologie électorale, on va en faire 2 minutes et on va le prouver. Puisque j'entends par là que nous sommes gouvernés par un personnel politique qui tire sa légitimité donc de cette élection, mais que cette légitimité est petite. Prenons juste l'exemple dernier en date, celle qui voit M. Coste, élu député à Villeneuve-sur-Lot. Il recueille 53% des suffrages exprimés, mais cela représente seulement 24% des inscrits. D'accord ? De même, à la dernière élection présidentielle, François Hollande n'a été élu qu'avec 37% des soutiens, entre guillemets. On pourrait multiplier ces exemples à l'infini. J'ai pris le dernier en date parce que c'est l'actualité, j'ai pris la dernière élection présidentielle parce que c'est important, mais du local au national, on voit bien que quels que soient les enjeux, de toute façon, le personnel politique régente un pays qui finalement l'a élu dans les faits, mais très peu symboliquement. Un personnel politique qui, après cela, par notre système, évidemment, 5e République, occupe la quasi-totalité des pouvoirs, avec même pas un tiers de soutien, si tant est que tout vote soit en soutien. On est bien d'accord, hein? L'enthousiasme dans le vote n'est quand même pas encore tout à fait démontré. Donc, l'offre électorale, si vous voulez, a beau se multiplier, l'enthousiasme vis-à-vis de la chose publique n'est pas au rendez-vous, et ce ne sont pas, et là je fais juste une incidente, des primaires qui, pour ma part, sont une sorte de création artificielle de leadership et de notoriété, dans beaucoup des cas, qui vont changer quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ce constat? Devons-nous dire, pour autant, ce qu'est la citoyenneté, ce qu'est la bonne citoyenneté, ce qu'est le bon rapport aux politiques et à l'espace public? C'est à ce jour la réponse la plus communément, finalement, proposée par la sphère du public et la sphère de l'État. Nous devons, bien sûr, civiliser l'homme, faire taire l'animal qui est en lui, l'éduquer, le faire coller à la question de la représentation démocratique, faire en sorte qu'il se régule, qu'il soit un bon citoyen, qu'il se lève dimanche et va voter avec enthousiasme, qu'il se tienne, qu'il se contienne. La seule chose que l'on peut lui reconnaître, c'est qu'il abandonne, bien sûr, la violence comme mode d'action légitime. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Les acteurs de la Troisième République ont imaginé, de manière bien normative, vous l'avez compris dans mon sous-entendu,
que le bon citoyen civilisé pouvait exister et que l'État allait lui expliquer comment tout ça marchait. La France, elle, quant à elle, encore en 2013, de faire rentrer chacun dans son modèle républicain, matiné d'État-nation, et le ministre de l'Éducation nationale en place nous parle aujourd'hui de morale laïque, comme si l'État avait le monopole de la citoyenneté. Le tout dans une conception que j'interroge, n'est-elle pas un peu dépassée, peut-être un peu traditionnelle, qu'un pouvoir finalement peu légitime, c'était mon propos introductif, vient poser de manière assez verticale finalement, dans une acception très hiérarchisée, dans des cadres en plus, qui ne collent plus très bien, me semble-t-il, à notre ère contemporaine. Car, en effet, et là 2 points, les individus et les territoires ont changé. Nous sommes face à des individus complexes qui agissent sur des territoires excessivement enchevêtrés. Alors l'individu déjà n'est plus tout à fait indivisible, unique, univoque et appréhendable facilement. Il est devenu de plus en plus réflexif, on le voit tous les jours autour de nous. On ne peut plus penser, partant de là, la citoyenneté dans son acception traditionnelle. Le rapport État-citoyen-individu s'est complexifié. L'individu s'invente, il prend quand même un petit peu sa vie en main, il se réinvente, il s'approprie, des choses arrivent et puis il en fait quelque chose. Il y a ce processus de réflexivité, c'est les travaux de Liogier par exemple, qui parlent de créativité de l'individu sur lui-même. Il est moins captif, il est plus volatif, il se sent moins capté par une CSP, une appartenance, une famille, etc. Les choses sont plus mouvantes, plus éphémères, plus en mutation en fait, d'accord ? Et finalement, cet individu, il est à la fois un peu dans le réel, aussi un peu dans le virtuel. Bref, il est complexe. Et il est construit surtout, et c'est ça qui est intéressant et qui nous interroge, et qui donne toute la dimension à notre problème aujourd'hui, cet individu est construit d'identités multiples, mouvantes, hybrides et sans cesse en mutation. Il s'approprie, il recrée, et les allégeances de cet individu sont multiples, complexes. Il n'est plus tout à fait question de passer à sa place, et tant mieux. Et dans ce cadre, évidemment, la citoyenneté peut être tout à fait éphémère et prendre plein de formes possibles, notamment, j'en citerai qu'une, via toute la question du soft power, la question technologique, qui n'est pas à exclure, bien entendu, de notre propos, puisque c'est aussi d'autres rapports à l'autre, d'autres tribus, entre guillemets, d'appartenance. Dominique Méda le citait tout à l'heure à propos de Saint-Omer. Par ailleurs, cet individu agit sur un territoire qui n'est plus tout à fait nation, qui est une sorte d'entité. Rifkin, vous le savez aussi bien que moi, décrit cela très bien, à partir de territoires, de pratiques d'intérêt, d'échanges communs, correspondant non plus à des découpages administratifs, mais finalement à des lieux partagés, à des territoires que nous allons partager, parce que tout d'un coup, nous avons quelque chose à y faire ensemble. Donc c'est bien sûr la question aussi de notre rapport à l'écologie, à l'environnement, à l'économie, bien entendu, sur ces territoires repensés. Donc tout cela nous amène, bien sûr, et je ne veux pas aller trop vers Bruno Latour, mais il n'empêche qu'il pose des questions intéressantes, mais à la question aussi de la déterritorialisation, c'est un mot sur lequel je bute régulièrement, tant par les nouvelles technologies que par la fin du concept tel que l'État-nation, qui dans un monde ouvert ou plus ou moins à plat, pourrait paraître être un anachronisme. La cité serait mondiale, locale, pérenne, éphémère, etc. Donc dans ce contexte, bien sûr que le lien au politique nous interroge et est excessivement complexe. Et partant, et je vais essayer, comme mes collègues précédemment, de dresser 2 pistes et 2 possibilités de réflexion pour l'avenir, et c'est là-dessus que je conclurai. Tout d'abord, il me semble qu'une vision désanthropocentrée devient indispensable. Cette vision répète, si vous voulez, combien l'homme est dans la nature, s'inspirant des travaux de l'Edgar Morin des années 70, par exemple, ou ceux de Marchesini récemment. On peut et on doit repenser la question de l'humain. 2 éléments me semblent importants. Ici, évidemment que la question de la distinction nature-culture n'est qu'une représentation, une construction. Vous le savez aussi bien que moi, c'est une construction intellectuelle sans fondement réel. Mais surtout, 2e point, nous devons peut-être penser aussi et admettre que l'homme est incomplet et qu'il est dans une incomplétude ontologique.
Or, dans les théories classiques, l'homme est souvent enfermé dans une sorte de fixité, de complétude, d'objet achevé, détaché, disjoncté en plus du reste de ses environnements. Il est peut-être temps, et c'est une des premières pistes que je vous propose, d'appréhender l'humain, donc dans cette vision désanthropocentrée, appréhendant tout à la fois les divers éléments que sont bien sûr les hommes, les objets, les animaux, les territoires, mais aussi les technologies, ainsi que la question post-humaine qui participe aussi, à mon sens, à ce qu'est l'histoire de l'homonisation aujourd'hui. On ne peut pas exclure tout ça si on veut penser dans une épistémologie intersectionnelle. Une deuxième piste que je voudrais éclairer est celle proposée peut-être par Ruven-Augien sur la question de l'éthique minimale, dans son acception évidemment libertaire. Celle-ci est peut-être le summum d'une forme de civilisation pour répondre à la question de la table ronde. Elle se fonde sur trois principes que je rappelle brièvement. Une indifférence morale du rapport à soi-même, la non-nuisance, bien entendu, à autrui, et la considération égale de chacun. Et dans ce contexte d'une éthique minimale venue de l'État, conçue et pensée notamment par Augien, la non-nuisance devient cruciale, mais elle s'adresse aussi à l'État. L'État ne doit pas non plus nous nuire. À savoir que, contrairement au principe édicté par un État verticalisé et moralisateur, le philosophe dénonce un État qui abuserait de sa force quand il interviendrait pour imposer aux citoyens un style de vie, des principes religieux, des idéologies, un style de travail, une famille de tel et tel style, etc. Une grandeur de la nation, enfin bref, des valeurs qui arriveraient comme ça d'un État verticalisé qui nous dirait et qui nous expliquerait et finalement qui pourrait aussi nous nuire parce que nous ne serons pas forcément en phase avec lui. Et donc, sous couvert de valeurs morales, cet État, évidemment, nous dit ce qu'il faut faire. Et finalement, la question de l'éthique minimale que propose Augien est intéressante puisqu'elle nous laisse dans un grand champ de liberté et de conception libertarienne. Donc, face à ces deux entrées, donc une vision des anthropocentrés et une éthique minimale, nous pouvons peut-être penser la question de la civilisation en termes différents. L'homme n'est plus tout à fait au centre de tout, il ne domine plus tout, et par ailleurs, il n'est pas forcément sous une contrainte de force étatique, lui intimant de perpétuelles injonctions, il reprend la main. Donc voilà, c'est dans mon propos une autre façon d'essayer de penser, c'est très ambitieux, les mœurs et la civilisation, mais là je reprends le titre de la table ronde, dans ce qu'est le monde tel qu'il se présente à nous aujourd'hui. Merci beaucoup.